l'émission va durer, comme je disais, une demi-heure ou un peu plus. Nous avons aussi les auditeurs qui sont connectés et qui pourront poser des questions sur le contenu donc, de ce qui va suivre. Voilà. La radio de la communauté, retour sur cette antenne. Je vous annonçais déjà l'arrivée dans ce studio virtuel de monsieur Henri Blaise Nzonza. Henri Blaise Nzonza qui était il y a quelques jours membre du bureau exécutif national du UKI et qui a donc démissionné dans le cadre d'une campagne médiatique d'explication à la population congolaise, à la diaspora, des raisons qui l'ont poussé à quitter le UKI. Eh bien, je reçois sur cette antenne du journal de la communauté M. Henri Blaise Nzonza. Alors, bonsoir Blaise. Bonsoir, cher Lévis. Voilà, bienvenue sur la radio de la communauté. Première question aux auditeurs qui ne vous connaissent pas assez bien sûr. Je voudrais que vous nous parliez de vous-même, d'abord de votre vie professionnelle et de votre expérience politique. En quelques secondes, bien sûr. Voilà, Henri Blaise Nzonza, j'ai 46 ans, marié, père de 4 enfants. Je suis diplômé en sciences économiques. J'ai commencé ma carrière politique en 1989 en adhérant à l'Union de la jeunesse scolaire congolaise, c'est-à-dire l'UGC. En 1991, j'ai adhéré à la Fédération nationale de la jeunesse scolaire, la FENAGESCO. J'étais au lycée technique. Et suite à l'avènement de la démocratie pluraliste politique dans notre pays, ponctué par la tenue de la conférence nationale en 1991, j'ai adhéré au mouvement congolais pour la démocratie et le développement intégral, MCDDI, du patriarche Bernard Kolela, en 1992, en qualité de secrétaire à la communication dans la cellule 6, quartier 25 à Bakongo. En 1995, j'ai créé l'Association des élèves et étudiants pour l'élection de Bernard Kolela. En 1996, j'étais membre fondateur de l'association du Club Les Bernardins. C'était une association qui avait pour but de promouvoir et vulgariser l'idéal politique poursuivi par Bernard Kolela. Dans cette association, j'ai occupé le poste de secrétaire chargé de questions économiques. En 2015, donc il y a 3 ans de cela, j'ai lancé ici à Paris, j'ai fait un appel pour créer ici à Paris l'association des amis de Parfait Kolela à Paco, une association dont le but était de créer les conditions nécessaires et utiles pouvant permettre à Guy Brice Parfait Kolela d'accéder à la magistrature suprême de notre pays, le Congo. Et tout récemment, le 22 avril 2017, lors d'une session extraordinaire du Conseil national de l'UDA-Suzuki, j'ai été promu au poste de secrétaire national chargé de l'information et de la publication multimédia de l'UDA-Suzuki. Donc, c'est mon dernier poste politique que j'ai eu à occuper. Voilà. Merci. Donc, je rappelle à tous ceux qui viennent d'être connectés que nous avons à ce journal de la communauté monsieur Henri Blaise Nzonza, qui était récemment membre du bureau exécutif national du UKI chargé donc de l'information et de la communication. Alors, monsieur Henri, quand nous écoutons l'historique donc de ce que vous avez fait, je constate que vous avez côtoyé le feu Bernard Kolela, donc le père. Alors pourquoi s'être donc attaché, agrippé au fils? Vous avez donc le rang de fils et que vous aviez la possibilité, la capacité, non seulement intellectuelle, puisque vous êtes économiste, mais aussi le charisme politique de créer un mouvement à vous. Qu'est-ce qui vous a fasciné en Kolela, fils? Je crois que moi, étant un membre actif du MCDI dans les années, depuis 92 jusqu'à pratiquement 2000, c'est vrai que dès lors que le président Bernard Kolela était reparti au pays en 2005, j'avais un peu pris mes distances par rapport à ce parti parce que j'estimais que l'entrée du MCDDI dans le gouvernement à partir de 2007, pour moi, j'avais traité cette entrée d'une sorte de compromission. Donc, j'avais un peu pris mes distances avec ce parti. Mais dans les années 2012, 2010, 2011, 2012, il y a eu un débat au sein du parti pour demander la tenue d'un congrès extraordinaire parce que depuis que le MCD avait été créé, il n'y avait jamais eu de congrès.
Donc, j'étais parmi ceux-là qui demandaient la tenue d'un congrès pour définir la ligne politique de notre parti. Parce que pour moi, l'appartenance du MCDDI à l'alliance PCT-MCDDI, c'était une forme de compromission et qu'il n'y avait pas lieu que nous ayons des ministres dans ce gouvernement. Donc, j'avais pris effectivement mes distances. Mais quand il y a eu le débat sur la tenue d'un congrès dans le parti, j'ai soutenu le courant qui était incarné par Elo Mampouya, ce qu'on appelle la dynamique Elo Mampouya. Donc, j'ai fait partie de la dynamique Elo Mampouya ici en France. Nous avons mis en place une cellule ici. J'étais le chargé de stratégie politique. C'était encore un courant, ces deux partis. Mais lorsqu'il s'est agi pour Elo Mampouya d'aller vers la création d'un parti qu'on appelait DEGD, j'ai pris mes distances avec ce parti. D'ailleurs, ici au niveau de la diaspora, tous ceux qui faisaient partie de la dynamique Elo Mampouya avaient reçu des billets pour partir à Brazza pour aller participer au congrès constitutif. Moi, Nzosa, j'étais le seul à ne pas partir parce que je dénonce. Je ne voulais pas. Pour moi, il n'était pas question de créer notre parti, c'est-à-dire de créer. Il y avait le MCD qui créer la DEGD. Pour moi, il fallait qu'on se limite à un courant. Donc, dès lors que Elo Mampouya avait franchi le pas pour arriver à la création de la DEGD, j'avais pris mes distances. Je ne suis pas allé à Brazza. Donc, je suis resté dans le Bexo, comme on dit, dans le MCD original, tout en me disant que les choses allaient effectivement changer. Et dès lors que Guy Brice Fafé Kola, à partir de janvier 2015, avait, réagissant au message à la nation du président Sassou Nguesso, il avait dit qu'il n'était pas question qu'on puisse changer la constitution. C'est en ce moment-là que j'ai commencé à le soutenir, même s'il était encore dans le gouvernement. Parce que pour moi, c'était déjà un pas courageux. Le fait que, malgré le fait qu'il était dans le gouvernement, il a commencé à dire qu'il n'était pas question qu'on puisse changer la constitution. C'est ce qui m'a poussé, en fait, d'aller avec ce monsieur. Donc, nous étions au mois d'août 2015. J'ai discuté avec certains amis de la diaspora. Je me suis dit qu'il fallait mettre en place une structure de soutien à Guy Brice Fafé Kola. Parce qu'en ce moment, en 2015, à Paris, il n'y avait pas le MCDDI. Le MCDDI n'existait plus. Donc, il n'y avait aucune structure de soutien à Guy Brice Fafé Kola. Donc, il fallait en ce moment-là tout faire pour qu'il y ait une structure qui puisse le soutenir. D'où m'est venue l'idée de créer l'APACO, les Amis de Fafé Kola, que dans la première réunion s'est tenue le 5 septembre 2015 à la place de la Nation ici à Paris. Mais bien avant, à partir du mois d'août 2015, j'avais déjà lancé un appel sur les réseaux sociaux pour demander aux gens de nous rejoindre. Voilà d'où vient mon soutien à Guy Brice Fafé Kola. Et ce soutien, après l'APACO, il s'est continué sur d'autres sujets. Voilà, nous allons donc consacrer quelques minutes sur cet APACO qui me paraît stratégique parce que ça montre effectivement votre personnalité, votre courage, capacité à donner des foules, à initier quelque chose. Mais le passage de l'APACO au Yuki montre effectivement que vous avez été absorbé par ce Yuki. Quelle est l'idéologie générale que vous avez, que nous pouvons retenir de ce Yuki? Pourquoi le Yuki a-t-il été créé et pourquoi l'APACO a-t-elle été absorbée comme telle? Je crois que le Yuki, c'est une suite logique parce que le président Guy Brice Fafé Kola avant, il était secrétaire général du MCDDI, conformément aux dispositions statutaires qui prévalaient au sein de ce parti. Mais il y a eu un souci avec son petit frère Landry Kolela. Il y a eu un débat sur qui avait la légitimité de conduire le parti ou pas. L'affaire est partie sur le tribunal. Je crois que le tribunal a fini par donner raison à Landry Kolela. Et le président Guy Brice Fafé Kola s'est retrouvé sans structure politique. Je crois qu'en ce moment-là, nous étions nombreux à penser que le président Guy Brice Fafé Kola devait avoir une structure politique pour lui permettre de continuer à mener son combat politique. Et c'est ce qui fut fait en créant l'UDH Yuki. Maintenant, au niveau de l'APACO, nous avons créé ici en France parce qu'à la base, il n'y avait pas le MCDDI. Il fallait mettre en place une structure de combat derrière le président Guy Brice Fafé Kola pour l'aider dans son combat politique. Et c'est ce que nous avons fait. Mais dès lors qu'il y a eu le Yuki, la plupart des gens qui étaient dans l'APACO, une grande majorité étaient des anciens du MCDDI. Et puis, je crois que nous avons trouvé logique qu'à un certain moment, ceux qui étaient à l'APACO puissent intégrer l'UDH Yuki. Donc, ça s'est fait naturellement sans qu'on force quelqu'un à adhérer à l'UDH Yuki. Et nombreux de ceux aussi à l'APACO ne nous ont pas suivis dans l'UDH Yuki. Nombreux, il y a les Malalou, les Brice Deco, les Mekouiza et autres.
Oui, nombreux. Ouais. Oui, oui. Est-ce que le départ de gens comme les Malalou, les Mikuizé, n'est-il pas lié justement à votre façon de diriger cette structure? Parce que j'ai cru entendre, j'ai eu Malalou l'autre jour ici. Est-ce que ce milieu était sain? Est-ce qu'il y avait la démocratie? Les gens avaient-ils la possibilité de parler librement dans cet espace? On vous présente comme des petits dictateurs à l'époque. Je crois qu'il n'y a pas beaucoup je crois qu'il y a pas beaucoup d'associations ici au niveau de la diaspora où il y a aussi où il y a une grande liberté comme à l'APACO. À l'APACO, le débat était vif, intelligent et constructif. Nous avons eu beaucoup de divergences parce que, vous savez, lorsque le président Guy Brice Fafe Kolela annonce qu'il reconnaissait le résultat, c'est-à-dire qu'il prenait acte de résultat, les problèmes ont commencé à ce niveau-là sur le plan idéologique. Nombreux ont pensé que ça a été une faute politique pour le président Guy Brice Fafe Kolela de faire un tel discours. Donc, nombreux ont commencé à se désolidariser. Bon, c'est vrai qu'au niveau de la PACO aussi, il y a eu beaucoup d'ego entre nous, beaucoup d'ego, de positionnement. Nous avons quelques soucis. Mais les problèmes ont commencé à jaillir au sein de la PACO lorsque le 6 avril 2016, lorsque le président Fafe Kolela a dit que je prends acte des résultats proclamés par le Conseil constitutionnel. Donc, il y a eu comme une fracture au niveau de l'association. Il y en a qui ont pensé que c'était comme faire une allégeance au président Sassou Nguesso. Il y en a qui ont pensé que c'était une façon d'être sage aussi. Comme nous autres, nous avons pensé que le président Guy Brice Fafe Kolela avait bien fait de prendre acte. Mais nombreux, c'est là où il y a eu la cassure avec les Mikuiza et consorts. Il y a beaucoup de gens qui sont restés chez eux, qui n'étaient plus actifs pour mener le combat politique. Vous avez des gens comme les Mayenga, j'ai vu ce nom-là quelque part sur Internet. Il était avec vous, je crois, un certain Mayenga Mayenga Tade, vous reconnaissez ce nom? Non, mais lui, c'est le président de l'UDH qui France. Voilà, il était à la PACO aussi, il était membre de la PACO. Voilà, il n'était pas parti. Voilà. Alors, donc, je rappelle à tous les auditeurs que nous avons pour inviter M. Blaise Henri Nzonza, qui est le membre du bureau exécutif national du Yuki de Parfait Kolela. Alors, vous voyez, Blaise, j'aimerais bien être gentil avec vous. Comment pouvez-vous être membre du bureau national exécutif du Yuki et habiter Paris? Ça ne rime à rien, non? C'est vrai que ça paraît un peu ambigu, mais je crois qu'à la base, lorsque vous avez ce genre de fonction, lorsque vous êtes chargé de la communication d'un parti, chargé de la publication, l'information de la publication d'un parti, normalement vous êtes censé habiter à Brazzaville. Oui. À la base, nous étions partis sur ces données, mais c'est avéré que vous ne pouvez pas habiter à Brazzaville si vous n'avez pas les moyens financiers. Moi, avant d'occuper ce poste, j'habitais en France, je travaillais. Bon, il s'est passé beaucoup de choses. Je suis parti à Brazza, j'ai même perdu mon emploi ici. Donc, maintenant, quand j'arrive à Brazza là-bas, je n'ai pas de moyens de survie. Donc, j'étais obligé de revenir ici en France au mois de septembre 2017. Voilà. Mais sinon, si j'avais un poste, ou bien si j'avais des moyens de subsistance, si j'avais des moyens de survie, quand vous occupez ce genre de poste, normalement, vous devez être à Brazza pour mener à bien vos fonctions. Parce que vous pouvez être en France et occuper. S'il y a une activité politique là-bas, vous êtes obligé. Qu'on vous appelle pour vous dire qu'il y a une réunion, il y a ceci, il y a cela, je crois que c'est même inefficace d'habiter en France et de continuer à jouer ce rôle-là. Et ça a été aussi un handicap. Je crois que ça a fait que je ne pouvais pas exercer comme il fallait les fonctions qui m'étaient attribuées. Mais Blaise, vous habitez, vous le dites vous-même, vous habitez la France et qui vous a fait cette offre alléchante d'aller à Brazzaville? Est-ce que le président Kolela lui-même vous a promis du travail une fois arrivé à Brazza? Non, ce n'est pas qu'on me promet du travail. Vous savez, nous sommes en politique, donc on n'est pas obligé de vous promettre un poste. Mais vous savez que je crois qu'il y a une logique, et ensuite logique. Vous dites que si vous avez tel poste, donc il y aura les moyens doivent suivre pour que vous puissiez occuper ce poste au niveau de Brazza. Je pense qu'à un certain moment, les moyens n'ont pas suivi. Et moi, j'ai une famille, tout ça, et puis donc je suis obligé de revenir si vous parlez. Voilà. Alors, comme tel. Le président Kolela ne s'est pas débrouillé à vous trouver un emploi pour vous rendre plus stable. C'est pas ce que je dis. C'est parce que je dis seulement qu'à Brazza, je ne peux pas continuer à vivre à Brazza dès lors que je n'avais pas le moyen de subsistance et je n'avais pas le moyen qui pouvait me permettre de vivre à Brazza. Voilà mais Blaise, vous avez d'autres, vos amis comme les Manangou, bon, je ne sais pas, il y a un autre dont j'oublie le nom, qui
durant la même période, étaient avec vous. Comment ceux-là ont-ils fait pour, sur le plan, bien sûr, sur le plan financier, de survivre? Mais non, ils n'étaient pas avec moi, Braza. Vous n'étiez pas avec les... Non? Non, non, non. Diamanango, nous étions ensemble ici au niveau de la PACO. Oui. Il est allé jouer son rôle en tant que porte-parole quand il y a eu les élections présidentielles en 2016. Il est revenu ici en France. Et puis, il a trouvé un emploi à Paris parce qu'il enseigne à l'université Mariam Wabi. Et c'est ça qui lui permet de vivre à Brazzaville. Ah, donc, son cas est différent du mien. Moi, je suis allé à Brazza. Donc, je n'ai pas eu de moyens de subsistance. Je n'ai pas eu de moyens de même pour survivre. Donc, j'étais obligé de remonter sur Paris. Donc, voilà ce que j'ai eu comme situation. Voilà, donc nous restons à Brazzaville avec un fait qu'on évoque quand on parle de votre problème, de cette démission. Il y a le problème de la députation. C'est-à-dire qu'on croit que Blaise Nzonza aurait été lésé. Peut-être, non, vous avez ressenti, dit-on, une frustration parce que vous n'avez pas été retenu pour la députation. J'ai essayé de faire des recherches sur ce problème, mais j'ai appris que vous avez été proposé par le président Kolela lui-même, mais que la commission d'investiture là-bas n'a pas daigné accepter votre invitation. Est-ce que vous pouvez, Blaise, faire la lumière une fois pour toutes sur cette question? Non, non, tout ça c'est faux, mon cher Lévis. C'est vrai que j'avais comme ambition effectivement de me présenter à la députation dans la première circonscription de Bas-Congo. Ma candidature n'a pas été validée par le parti et puis j'avais pris acte. J'ai pris acte. Je suis resté comme membre fidèle au parti parce que malgré le fait que je n'avais pas été choisi comme candidat à la députation, j'ai battu campagne pour le parti du début jusqu'à la fin. J'ai participé à plusieurs opérations électorales du parti. J'ai accompagné le président Guy-Brice Parfait-Kolela dans tout Brazzaville, Congo, Makaï, Kele, Mfilou, Wenze, Mungali, jusqu'à l'accompagner jusqu'à Kinkala. Voilà, donc ça peut être la raison principale de mon départ. En plus, je vous signale que je n'avais pas été retenu en tant que candidat en juin 2017. Là, nous sommes en septembre 2018. Donc, ça fait plus d'une année. Plus d'une année, pour moi, c'était passé puisque l'élection s'est tenue en juillet. Je suis resté à Brazzaville jusqu'en septembre. Je vais vous dire quelque chose. Vous savez, lors de la session inaugurale de l'Assemblée, de la 14e législature de l'Assemblée, j'étais même dans la salle de l'Assemblée nationale. J'ai accompagné le président Guy-Brice Parfait-Kolela et la délégation de l'UDHUK, les 8 députés, les 9 députés plutôt. J'étais dans le jour où on a voté le président Vouba, j'étais dans la salle de l'Assemblée. Donc j'étais là. J'ai accompagné le président Guy-Brice Parfait-Kolela dans sa séance de prise de photos. J'étais là, je lui ai pris des photos, j'ai fait des publications. Est-ce que vous êtes sûr que quelqu'un qui est frustré, qui veut boycotter une élection, qui n'a pas été choisi en juillet, l'élection c'était en juillet, août, septembre, j'étais encore là, à travers derrière le président Guy-Brice Parfait-Kolela. Je vous dis que si je suis revenu, c'est passé effectivement, après que je n'ai pas été choisi comme candidat à la députation, les moyens n'ont pas suivi. Parce qu'il faut bien que je mange. J'ai laissé une famille ici en France, j'ai mes enfants, j'ai ma femme, j'ai des charges, il faut payer le loyer. Donc, j'ai encore fait plus de 2 mois à Brazza. Je crois évidemment, je ne peux pas rester là-bas éternellement parce qu'après, ici, il y a des charges, il faut subvenir à beaucoup de besoins. Donc, c'est ça qui a fait que je puisse revenir. Je crois que si j'avais le moyen de subsistance à Brazza, qui pouvait me permettre de faire face à certaines dépenses, je serais resté. Parce que moi, je m'étais donné corps et âme pour la vie de ce parti-là. Est-ce que vous voyez? Alors doit-on parler, Blaise, d'une espèce d'ingratitude de votre président? Non, je ne parle pas en termes d'ingratitude. Moi, c'est pas l'ingratitude. Moi, je dis que je n'ai pas été choisi. Et puis, je suis revenu. C'est simple que ça. C'est aussi simple que ça. Je n'ai pas dit qu'une simple d'ingratitude, il n'est pas mon père. Donc, on peut se plaindre que si ton père ne te donne rien. Mais si tu travailles avec un leader politique qui ne te donne pas, ou bien après que tu n'as pas reçu de poste, je ne vais pas dire qu'il est ingrat. Non, je ne parle pas. C'est pas dans ce sens qu'on devrait parler. Ouais. Voilà, Blaise, nous allons prendre les questions au fur et à mesure qu'elles nous arrivent. J'ai M. Guy Roland. Je ne le connais pas, mais voilà ce qu'il vous demande. Quelle est la plus grande contribution que vous avez apportée dans cette structure avant votre démission? Et je dirais que je crois que j'ai
déjà, quand je suis arrivé à Brazza, j'ai réactivé le journal Yuki Info, c'est-à-dire un journal qui comportait 2 pages. Quand je suis arrivé, le journal, au début, il paraissait toutes les semaines. Yuki Info, c'était un journal gratuit. Je crois qu'en même en termes de communication, vous savez, moi, je suis un ancien du MCDDI. Avant, la communication au sein du MCDDI ne se faisait pas comme ça. Avec moi, les résultats, quand il y avait une réunion, une assemblée générale, quoi que ce soit, les gens avaient les informations en temps réel. Le jour où il y a l'information, les gens ont l'information, les vidéos, tout ça. Donc, je crois qu'il y a eu une évolution. Je crois que les gens reconnaissent le travail que j'ai fait au sein de ce parti, en termes de communication, en termes de défense du parti, en termes de la vulgarisation des idées du Dasuki, en termes de la défense de l'image même du président Guy-Brice Parfait-Kolia. Parce que moi, je crois que j'ai l'âme du MCDDI, du patriarche Bernard Kola plutôt. Donc, cette âme-là, je l'ai en moi. Et puis, cette conviction, cette force de conviction, je crois que je l'ai encore et je l'ai exercée au profit de l'IDHUKI. Je crois que les gens ont pu constater qu'il y a eu une évolution. Quand j'étais à Brazza, que ce soit ici qu'à Brazza, je crois qu'avant moi, il n'y avait pas ce site de communication dans ce parti-là. Je crois que ceux qui vont me succéder pourront continuer dans ce sens-là et peut-être faire plus que moi. Alors, Blaise, revenons un peu sur cette histoire. Je rappelle aux auditeurs que cette interview à l'allure d'un entretien, donc nous pouvons aller revenir sur les questions déjà abordées, les précisions. Alors, vous avez dans votre parti connu des démissions, notamment avec les Manangou et autres. Alors, comment pouvez-vous expliquer? Est-ce que dans ces cas, on peut penser aussi que c'est des problèmes pécuniaires ou problèmes financiers qui ont toujours été à l'origine de ces démissions-là? Comment justifiez-vous le départ des gens comme les Déco, les Manangou et qui ont quitté le président Kodila? Non, je crois que dans tous ces démissions, il n'y a aucun problème financier. Aucun problème financier. Les Déco et les Makaba, au début, nous avions des contradictions internes au sein de la PACO, que je veux pas, des contradictions internes, effectivement. Après ces contradictions internes, ils ont pensé qu'il fallait plus soutenir le président Guy-Brice Parfait-Kolia. Vivian Manangou a eu des contradictions avec peut-être le président Guy-Brice Parfait-Kolia. Lui-même, il n'a jamais donné les raisons de son départ. Vous voyez? Moi aussi, j'ai mes raisons de ce départ. C'est-à-dire, moi aussi, je crois que j'ai mes raisons personnelles qui m'ont poussé à quitter l'IAGE. Donc, je pense que dans ces 4 démissions, il n'y a aucune démission qui est liée, comme vous dites, aux raisons pécuniaires, un problème d'argent. Je crois qu'ici en France, voilà, les décos travaillent, Makaba travaille, moi je travaille, on n'est pas à 10 € près ou bien à 1000 francs CFA près. Donc, ce n'est pas forcément ça. Je crois qu'il y a eu des problèmes peut-être de comportement, des fois de manque de reconnaissance, des fois de manque de confiance qui ont fait qu'à un certain moment, vous dites qu'il n'y a pas la confiance, il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas la considération. Bon, qu'est-ce que je fais? Je quitte. Et puis c'est comme ça. Est-ce que dans les relations que vous avez eues, est-ce qu'ils se sentaient, ils pensaient que vous étiez beaucoup plus proche du président qu'il ne l'était? Est-ce qu'il n'y a pas eu à l'intérieur du système quelques frustrations et qui progressivement ont commencé à refroidir les gens? Je ne pense pas que ce soit cela, parce que c'est moi j'étais le président de la PACO. Je crois que quand j'étais président, j'ai tout fait pour que tout le monde soit propulsé, c'est-à-dire pour que tout le monde puisse occuper un poste de gauche à droite. Je vois que quand nous étions unis, nous avions à l'époque des projets. Je ne vais pas les évoquer. Si nous avons des projets ensemble, voilà ce que je peux faire, voilà ce que je peux devenir. Je crois que ça, c'était quand il y avait l'harmonie, nous tous, nous avions des projets. Un peu comme je dis, tout le monde est parti selon ses raisons. Moi, ici, je ne peux pas répondre à ceux qui sont... Je ne peux pas donner les raisons de ceux qui sont partis. Parce que moi-même, je ne sais pas pourquoi ils sont partis. Est-ce que vous voyez? Est-ce qu'ils étaient fous? Ils ne pouvaient pas être frustrés de ma relation avec le président Guy-Brice Parfait-Kolia. Bien au contraire. Si moi, j'avais de bonnes relations avec le président Guy-Brice Parfait-Kolia, ça devait être une bonne chose pour eux. Parce que c'est moi le président de la PACO. Si j'ai de bonnes relations, je peux plaider leur cause. Je peux faire de telle sorte que demain, si on a besoin d'un cadre, que je propose tel cadre. D'ailleurs, Vivian Manangou, c'est moi qui l'ai proposé au président Guy-Brice Parfait-Kolia. J'ai dit au président Guy-Brice Parfait-Kolia, j'ai une émotion du sein de la PACO. C'est un jeune cadre brillant, il est ceci, il est cela. Je crois qu'il peut être un bon porte-parole. Le président Guy-Brice Parfait l'a pris. Donc, je crois que ça peut pas être une raison qui pouvait faire que j'ai des contradictions avec les autres. Bien au contraire. Je pense que tant que plus j'avais les relations avec le président Guy-Brice Parfait-Kolia, plus je pouvais lui proposer des cadres. Et puis, plus il pouvait les prendre aussi. Voilà, je pense que... Blaise, je voudrais un peu avoir cette précision.
Vous n'êtes pas obligé de répondre si vous estimez que je vais trop loin dans mes questions. Alors, Blaise, est-ce que vous pensez, Blaise, président d'APACO, Blaise chargé, Bureau national chargé du code de la communication, est-ce que vous pensez que c'est ce que vous méritiez? Est-ce que il n'y a pas eu en vous une certaine frustration? Est-ce que vous pensiez obtenir un peu plus que ça? Obtenu plus que ça, c'est-à-dire, je crois que quand vous êtes membre du bureau exécutif Notamment national dans de la hiérarchie, le bureau non, est certainement hiérarchisé dans les tâches, non? moi, je pense que c'est la fonction qui me convenait la mieux, je pense, hein. Vu ce que j'ai fait au niveau de la PACO, vu ma façon de communiquer, voilà, vu tout ce que j'ai fait, je pense que la fonction qui me correspondait la mieux, c'était la fonction de charger l'information, le président multimédia. Hein. D'ailleurs, dès que le président Guy Brice Parfait me l'a proposé, je n'ai pas hésité parce que je pouvais être secrétaire général de ce parti. Moi, je suis quelqu'un de très dynamique. J'aime des postes où, quand vous la prenez, vous êtes dynamique, vous agissez. J'aime pas des postes où vous êtes dans le bureau national, mais vous faites rien, en fait. Vous êtes chargé, je sais pas de quel, chargé de questions de forêt, consort. Je pense que moi, j'aime des postes dynamiques. C'est un peu ça. Donc, moi, pour moi, c'était le poste qui me convenait le mieux. Donc, je ne peux pas ressentir une quelconque frustration. Bien au contraire, je pense que le poste qui m'a été donné, c'est celui-là que je voulais. Je crois que si on m'avait proposé de m'occuper des affaires religieuses et consorts, je crois que j'aurais refusé. Voilà, Blaise, nous allons maintenant aborder quelques faits avant de passer à la démission comme telle, notamment au déclic. Alors, Blaise, je me rappelle, en janvier 2018, il y a eu un événement en France, le président Kolela, je crois, est passé pour, je ne sais pas si c'était un colloque, vous avez organisé une manifestation là-bas dans le cadre du Yuki, je crois, et curieusement, on a vu l'intrusion des indignés dans cette salle. Alors, c'est une affaire qui a suscité un tollé dans l'opinion, au niveau notamment de votre bureau. Les gens se sont bien demandé comment ces gens-là ont pu s'introduire dans cette salle. Et vous ne voyez pas qu'il y a eu des soupçons sur vous-même, les membres du bureau, et qu'il y avait la nécessité de peut-être de mettre en place une commission d'enquête pour essayer de voir qui a organisé cette intrusion-là. Est-ce que vous avez, en tant que responsable national, mis en place une commission d'enquête pour bien saisir le problème? L'avez-vous fait? Je voulais d'abord vous apprendre que moi, je ne suis pas membre du bureau de la Diaspora France. Le bureau de la Diaspora France est dirigé par M. Tadé Maïnga. Mais vous êtes une personnalité quand même de haute personnalité de la structure à l'époque. Je voulais revenir sur ce problème parce que ce problème-là, effectivement, beaucoup de détracteurs, hein, parce que quand vous êtes dans un parti, tout le monde ne vous aime pas, effectivement. Il y en a qui sont jaloux de vous, il y en a qui ne veulent pas que vous ayez de bons rapports avec le président Guy Brice Parfait. Il y a des détracteurs qui ont même insigné que c'est moi, Nzonza, qui aurait donné l'adresse aux combattants pour qu'ils viennent perturber la réunion. Alors que l'adresse de la réunion avait déjà été mise en ligne le matin même à 11h. L'adresse de la réunion circulait sur les réseaux sociaux. L'idée que Guy Brice Parfait. Par qui? Est-ce que vous avez essayé d'identifier celui-là? Mais comment on va l'identifier? Je ne sais pas. C'est pas que c'était publié par Sadio, je crois, Sadio Morel Conté. Tout le monde connaît Sadio Morel Conté. Et curieusement, effectivement, au sein du Dajougi, comme il y a toujours il y a toujours des gens qui sont jaloux, voilà, il faut couper les ponts sur Nzonza parce qu'il est trop bien avec le projet Guy Brice. Et les gens, certaines personnes ont dit que non, sûrement c'est Nzonza, parce que je vais vous apprendre quelque chose. Un jour avant la tenue de cette réunion, on m'a proposé d'occuper un poste dans ce bureau et j'ai refusé. Parce que j'ai estimé que je ne peux pas être membre du bureau exécutif national du parti et faire partie d'un bureau d'une fédération. Les textes ne le prévoient pas. Donc j'ai dit, il n'est pas question pour moi, Nzonza, soit je démissionne du BEN, en ce moment-là, je peux faire partie de ce bureau, soit je suis membre du BEN et je ne rentre pas dans ce bureau. Donc, le fait que j'ai refusé, j'ai dit je ne peux pas rentrer dans ce bureau, et les gens ont pensé que, donc, Nzonza, parce que je devais être la deuxième personnalité de la Fédération Ida Chouki France. Je dis, mais non, il n'y a pas de raison pour que je sois dans ce bureau-là.
Et les gens pensent que non, parce que Nzonza lui a pas donné la présence de la Fédération France, donc celui qui a amené les indignés pour venir perturber. Mais ça n'a aucun sens, mon frère. Est-ce que vous pouvez être membre du bureau exécutif national d'un parti et être en même temps membre du bureau d'une fédération de ce même parti? Ça ne se fait pas. Bon, mais vous êtes une autorité nationale, réside dans les limites d'une fédération locale. Est-ce que vous n'avez pas quand même un droit de regard sur ce qu'ils font? Est-ce que vous avez demandé à M. Tadé Mayenga de mettre en place une commission d'enquête pour regarder le problème? L'avez-vous fait, M. Blaise? Mais moi, je ne suis pas le responsable. Vous savez, dans le parti, il y a une personne qui est chargée de la diaspora. Ce n'est pas moi. Moi, je suis chargé de l'information publique. Donc, il y a une personne qui est chargée de la gestion de toutes les structures de la diaspora. Et cette personne, ce n'est pas M. Nzonza Mbemba. Moi, je suis chargé de la communication, de l'information, de la publication multimédia. Donc, s'il fallait organiser une réunion, ce n'est pas des commissions d'enquête. Je crois que c'était à cette personne de dire qu'on mène une enquête sous l'intuition ou bien mener une enquête sur qui avait donné l'adresse à Sadio pour que Sadio puisse publier cette information sur les réseaux sociaux. Parce que c'est là la vraie question. Qui a donné l'adresse à Sadio pour que Sadio puisse mettre cette adresse sur les réseaux sociaux? Parce que dès lors que l'adresse est sur les réseaux sociaux, tout le monde peut venir à cette réunion. Tout le monde peut venir à cette réunion. Donc, c'est ce genre de calomnie dans nos partis politiques de fois. Il y a des gens qui, par mauvais esprit, mauvaise foi, effectivement, des gens qui cherchent à nuire ceux qui travaillent pour le bien-être du parti. Hein? Et ceux-là, ils cherchent à raconter des histoires, non, ça peut être... Alors que moi, exactement, je n'ai aucun contact avec les gars de l'ingénieur. Aucun contact. Voilà. Mais les gens ne savent pas, mais moi, à maintes reprises, j'ai été menacé par les ingénieurs ici en France. À maintes reprises. Oui, d'ailleurs, on a vu que c'était beaucoup plus vous qui étiez la victime à l'époque. Alors, est-ce qu'au niveau du Bureau national, Blaise, est-ce qu'au niveau du Bureau national, les gens ont statué pour poser le problème, finalement, peut-être de l'incompétence avérée de M. Tadé Mayenga, puisque c'est lui le président de la structure? Est-ce que ce problème a été soulevé pour… Non, mais comment le problème, c'est pas… Je ne sais pas, mais le problème n'a pas été soulevé. Est-ce que vous croyez que c'est un problème qui doit statuer au niveau du parti, du bureau exécutif national? Moi, je ne sais pas, mais le problème, moi, je ne suis pas président du parti, donc je crois que le bureau exécutif national est à Brazza. Ils n'ont pas, je sais pas si ils n'ont pas statué sur ce problème-là. Les ingénieurs, ils rentrent partout, vous les voyez partout, ils vont chez Mvouba, ils vont de gauche à droite. Dès lors qu'ils avaient l'adresse de la réunion, ils sont arrivés à la réunion, je ne sais pas comment. Mais moi, je n'ai aucun contact avec les ingénieurs. Moi, quand je suis revenu ici en France, le 15 octobre 2015, la première marche, sinon le premier meeting de la diaspora auquel j'ai assisté, mais demandez à M. Guy Mafimba comment j'ai été pris à partie par certains éléments des ingénieurs le 15 octobre 2017. Demandez à M. Guy Mafimba. C'est même Guy Mafimba qui a calmé quelques ingénieurs qui étaient là. Hein? Là, ils me suivent, ils se reconnaîtront. Il n'y a pas très longtemps, je crois il y a 2 mois, je suis parti à une activité, c'était pour soigner les prisonniers politiques, c'était à la place du Châtelet. J'ai été pris à partie aussi par les ingénieurs. Ça date, je crois, de 2 mois. Hein? Vous pouvez demander à M. Guy Mafimba qui était là, qui était obligé de les calmer, de dire non, Blaise, laissez-le, je crois qu'il est. Parce que eux, dès qu'ils me voient, dès qu'ils m'ont vu, ils m'ont dit non, c'est toi qui avais appelé la police le jour où on était venu à votre réunion. Ils m'ont menacé au métro. Hein? Dès qu'ils sont sortis de la bouche du métro, à la place du Châtelet. Mais en même temps, dans mon propre parti politique, on pense que moi, j'ai collaboré avec les ingénieurs pour aller perturber une réunion de Biachuki. Vous voyez, est-ce que c'est insensé? Est-ce que quelqu'un de juste, de normal, peut dire de telles choses? Connaissant mon engagement, voilà. Connaissant… Parce que ceux que le disent ne savent pas ce que j'ai pris comme risque pour le président Guy Brice Parfait-Kolela. Ce que j'ai fait comme sacrifice, tant financier, même sur le plan socio-professionnel, hein, pour le président Guy Brice Parfait-Kolela. Quelles sont les menaces que j'ai reçues pour lui? Je comprends ton émotion, je comprends ta réaction. On ne peut pas avoir travaillé avec un responsable de ce genre aussi important sans avoir contribué de façon significative à l'œuvre même du parti et peut-être à la vie personnelle du leader. Mais nous allons revenir sur des questions qui commencent déjà à pleuvoir, notamment sur votre démission. Vous avez M. Wawako Joe qui croit, il dit Nzonza, il faut dire pourquoi tu es parti de là, donc de Kolela. Alors, tu devras répondre donc à ce frère. Mais je voudrais d'abord vous poser la question de savoir, dans le cadre des rapports, des contacts que vous avez
régulièrement avec votre président. Est-ce que vous avez pris l'habitude de l'appeler? Est-ce que ces contacts sont réguliers entre vous et M. Parfait Kolela? Non, je vous dirais avec toute franchise, depuis que j'ai démissionné, nos contacts ne sont pas réguliers. Non, avant. Mais avant, le contact était régulier. Et il vous appelait tous les 2, 3, 4 jours pour faire le point justement de la situation du pays. Je dis, quand je travaillais pour lui, le contact était régulier. C'est-à-dire que vous le faisiez dans le cadre du parti ou encore des relations personnelles que vous avez avec lui? Non, dans le cadre du parti, effectivement, quand il y a des activités, dans le cadre du parti. Donc, le contact était s'il y a une activité ou bien une information capitale. Je crois que j'étais parmi ceux-là qui avaient la priorité d'avoir ces informations parce qu'il faut gérer telle et telle situation. Bien évidemment. Voilà, donc vous avez pris l'habitude de débattre au téléphone. Est-ce que quel est le déclic finalement? Qu'est-ce qui vous a poussé justement à quitter le navire de cette façon alors que vous avez la possibilité? Voilà, c'est la conséquence logique de ma question. Vous avez la possibilité de discuter avec lui. Est-ce que cette démission pour lui finalement était une surprise comme telle? La démission, si elle a été une surprise ou pas, ça c'est à lui qu'il faut poser la question. C'est lui qui doit se dire que ça a été une surprise. Est-ce que vous voyez? Oui. J'ai eu l'occasion de donner la réponse à cette question auprès de mon frère Sigma Kosso. Mais nous sommes au journal de la communauté de Jean Lewis, Blaise. Mais oui, mais je pense que c'est pas... Vous savez, il faut avoir du respect quand on fait la politique. Il faut avoir de la manière aussi. Je crois que ce n'est pas donné aussi à n'importe qui de travailler avec un grand leader politique. Moi, j'ai eu cette chance-là de travailler avec lui. Il m'a confié des responsabilités. On a fait pas mal de choses ensemble. Donc, je ne vois pas pourquoi je vais commencer à déballer ce qui n'a pas marché. Est-ce que vous voyez? Bon, plus oui, lui aussi vous avez raison. Vous avez raison. Il y a des lui aussi pourrait dire que ça aussi, ça n'a pas marché. Est-ce que vous voyez? Donc, je crois que le plus important pour moi, c'est de dire que j'ai fait un bilan d'étapes. J'ai fait mes analyses politiques personnelles. J'ai vu ce que j'ai fait et je me suis projeté dans l'avenir. Je me suis dit qu'il fallait que j'arrête avec la structure Idiasuki pour me permettre de faire autre chose ou bien de carrément laisser la politique. C'est possible que j'arrête la politique définitivement. Oui, Blaise, nous abordons la question sensible qui fait même l'objet de l'interview. Je voudrais l'aborder avec beaucoup plus de sérieux qu'on ne le penserait. Alors, Blaise, vous voyez, généralement, quand on démissionne de quelque part, notamment pour les hommes politiques, il y a cette variante. Soit que vous le faites, comme vous l'avez dit, pour convenance personnelle parce que vous avez des problèmes de famille, vous n'en pouvez plus, soit que le travail vous absorbe. Alors, Blaise, mais quand vous démissionnez pour arrêter totalement la politique, ça se comprend mieux. Parce que vous voulez vous consacrer totalement à une autre activité, thèse d'État à rédiger, tout ça. Mais quand vous démissionnez pour rester un homme politique, vous devez rassurer, parce que vous savez que vous avez un électorat là-bas qui est encore chez le président Kolela, qui est en train de vous regarder. Alors, devriez-vous continuer à susciter les doutes sur les raisons profondes qui vous ont conduit à démissionner pour justement perdre ces gens-là, cet électorat, parce que le fait que vous verrouillez l'information, vous ne voulez pas donner les raisons, nous ne voulons pas que vous exposiez ici les détails de ce que vous avez fait avec le président, le secret du parti, mais en règle générale, quel est le problème idéologique? Est-ce que vous avez des dissensions idéologiques entre vous et M. Kolela et qui vous ont poussé à quitter le navire? C'est évident que si vous avez quitté, cela veut dire qu'il y a des problèmes. Quels sont ces problèmes idéologiques de façon générale que nous pouvons saisir comme étant une raison valable qui vous a poussé à quitter le navire? Autrement, si vous ne répondez pas à la question, Blaise, la conséquence, c'est quoi? Eh bien, vous verrez peut-être les indignés ou bien d'autres là vous diront « Ah, mais ce Tom-là est venu nous espionner, il n'a pas encore quitté le navire. » Qu'est-ce que vous répondez à ceux qui croient que vous devez d'abord, de façon claire et nette, expliquer cela pour que nous vous acceptions comme, je vois déjà des sourires là-bas, les Mapingu et les autres, ils sont contents d'avoir quelqu'un de plus dans les rangs. Alors, quel est le message que vous avez pour eux? Je crois que moi, l'objectif, ce n'est pas de chercher à me faire accepter par telle ou telle personne. Ceux qui me lisent souvent sur les réseaux sociaux
Oui. Ils savent quel est parfois mon positionnement sur certains sujets. Hein. Est-ce que vous voyez? Oui. Je crois que le problème, c'est beaucoup plus de problèmes de fonctionnement du parti. C'est pas beaucoup plus de problèmes voilà, de positionnement politique. Je crois qu'il y a des problèmes de fonctionnement du parti. Il y a eu beaucoup de problèmes dans le parti. J'ai pensé que, tenant compte de tous ces problèmes-là, j'avais plus la possibilité d'exercer librement et efficacement hein, Oui. les tâches qui m'étaient dévolues. Donc, j'ai décidé de partir de ce parti. Est-ce que vous voyez? Donc, c'est pas que je dois faire plaisir à X, Y, que je crois que je suis un homme politique. Hein. Le moment venu, hein, je ferai des annonces pour savoir ce que je veux faire. Et puis, peut-être qu'au fur et à mesure, hein, les raisons qui m'ont poussé à quitter le président Guy Brice Faferola finiront par sortir parce que ça fait même pas une semaine que j'ai quitté le navire d'Iyasuki. Il y a encore des jours, il y a encore des mois. Il faut qu'au fur et à mesure, voilà, je crois que j'aurai le courage, peut-être le courage aussi, parce qu'il y a certaines choses parfois pour le dire. Il faut prendre du temps, hein, le temps d'analyser, voir l'atmosphère. Parce que vous pouvez imaginer le nombre d'appels que je reçois 2 fois par jour. Hein, des gens qui sont inquiets. Il y en a qui me félicitent. Il y en a qui sont inquiets. Oui. Parce qu'il y en a qui pourraient être partis. Est-ce que vous voyez? Oui. Peut-être ma réponse peut fragiliser beaucoup de gens aussi. Tout autant mes réponses peuvent faire plaisir à ceux qui veulent, voilà, ceux qui ne sont pas pour le président qui puissent faire pour là. Autant mes réponses aussi peuvent fragiliser certains militants qui veulent continuer à suivre. Je crois que pour moi, hein, tenant compte de plusieurs facteurs, je crois que pour moi, je pense qu'il n'est pas intéressant aujourd'hui, hein, à l'étape où nous en sommes, de dévoiler, de donner les raisons effectivement poussées à quitter l'IDH. Alors, donc, c'est cette réponse que vous donnez à monsieur Wawanko Joe, qui vous demande si ça peut lui convenir, oui. Voilà, je rappelle que nous sommes au journal de la communauté, que nous recevons à ce micro du journal de la communauté monsieur, donc l'ancien monsieur Blaise Henri Nzonza, qui était tout récemment membre du bureau exécutif national du UKI. Est-ce que, avant de nous quitter, est-ce qu'on peut parler des rapports, justement, non, pas des rapports en général que vous avez avec les membres de la diaspora comme telle, notamment au niveau de votre parti? Bon, vous savez, au niveau de l'IDH à Fédération France, la plupart des membres qui sont dans ce bureau étaient des membres de la PACO. La plupart, c'est-à-dire au moins, je dirais, peut-être le tiers à peu près. Hein, c'était membres de la PACO. Donc, nous avons des rapports, voilà, des rapports qui sont restés, qui sont restés comme ça, qui n'ont pas souffert exactement. Parce que c'est des gens que je connais, on s'appelle, nombreux m'ont appelé pour savoir pourquoi je suis parti. Bon, je ne suis pas rentré dans les détails, mais j'ai donné quelques explications parce que là, au moins, c'est interne, on est dans le même parti. J'ai donné quelques raisons, mais sans vraiment rentrer dans les détails. Je crois que, voilà, les rapports sont normaux. Et puis, voilà, il n'y a pas de souci pour ça. Blaise, est-ce que vous pensez que votre départ va susciter d'autres départs encore? Est-ce que il y a quelque chose qui couvre là-bas? Peut-être que je vous demande là d'entendre le secret du parti. Est-ce que vous pensez que d'ici là, nous entendons encore d'autres départs qui vont au fur et à mesure ruiner ce parti? Je crois que je suis mal placé pour vous le dire. Peut-être qu'il faut observer s'il y aura des départs ou pas. Mais moi, je ne peux pas répondre à tous les méthodes du Diasuki. Peut-être qu'il y en a qui se disent que le malaise, il y a un malaise dans le parti, ils veulent partir. Mais ça, ce n'est pas moi de vous le dire. Et en observant, voilà, si demain, mais je crois que ce n'est pas mon souhait aussi. Moi, mon souhait, ce n'est pas de dire que moi, je suis parti, les autres doivent me suivre aussi. Est-ce que vous voyez? Je ne suis pas là pour porter les méthodes du pour dire que venez avec moi, je vais créer telle ou telle structure. Je crois que ce n'est pas mon objectif. Alors donc, vous étiez récemment membre du bureau exécutif, vous avez encore la mémoire fraîche. Qu'est-ce qui se trame dans le UKINET, notamment en termes de positionnement? Parce que l'opposition comme telle, là-bas, est considérée comme une opposition de façade. Donc, vous y étiez. Vous étiez donc parmi les tout derniers restés fidèles au président Kolela. Que ressentiez-vous à l'époque, Blaise? Une frustration ou une espèce de poids, quelque chose qui pesait sur vous, qu'un jour, on vous demanderait des comptes pour dire vous y êtes resté et voilà, vous avez à un certain moment vu ce poids-là? Pas que j'ai vu le poids, mais j'ai vu
je voyais les interrogations des gens, hein, nombreux s'interrogeaient sur notre positionnement politique. Effectivement, je vois qu'à plusieurs reprises, je suis monté au créneau pour repréciser la position politique qui était celle de l'IDH-UKI. Voilà, est-ce qu'on peut en avoir une idée rapide parce que la position politique qui était celle que l'UDH-UKI était un parti qui était inscrit au sein de l'opposition républicaine, l'opposition parlementaire, parce que nous avons des députés au sein de l'Assemblée nationale. Est-ce que vous voyez? Donc, l'UDH-UKI est un parti qui reconnaît les institutions de la République, qui reconnaît M. Sassou Nguesso en tant que président de la République. Donc, ça, pour moi, ça ne me pose pas de problème parce que moi, dès le début, dès le 6 avril 2016, lorsque le président Guy Brice Favre a pris acte de l'adhésion du Conseil constitutionnel, moi, je me suis inscrit dans cette lignée. Donc, moi, ça ne me pose aucun problème aujourd'hui que l'UDH-UKI soit présent à l'Assemblée nationale et l'UDH-UKI reconnaisse. Donc, pour vous, c'était légitime que M. le Président Sassou se déclare président de la façon dont tout le monde connaît, qu'il n'y avait aucun problème. Moi, je pense que j'ai soutenu la décision qui a été prise par le président Guy Brice. Ah, vous l'avez soutenu? Ah, ok. J'ai soutenu de reconnaître, de prendre acte de la décision du Conseil constitutionnel. Et je vous dis que moi, ça ne me posait aucun problème parce que pour moi, vu le contexte qui était celui de 2016, j'avais pensé que voilà, c'était une bonne option prise par le président Guy Brice Favre. Le contexte, c'est-à-dire que vous aviez peur de la guerre ou les menaces qui pesaient sur le président Kolela? Non, mais vous savez, mon frère, la politique aussi, c'est aussi un problème de rapport de force politique. Hein? Les alliés que nous avons. Blaise, essaie un peu de réajuster la caméra parce que tu te noies un peu, plus haut encore. Voilà, merci. C'est un problème aussi de rapport, un problème de force politique aussi à l'époque. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, parce que nous avons eu moi, j'ai toujours dit, j'ai parlé de ça à plusieurs reprises. Au niveau de l'opposition, nous n'avions pas tous les résultats de l'élection présidentielle de 2016. Est-ce que vous voyez? Oui. Nous n'avions pas tous les résultats. Nous n'avions pas le résultat de plusieurs départements du nord du pays. Donc, en ce moment-là, quand vous n'avez pas tous les résultats, même si vous soupçonnez que votre adversaire a triché, en ce moment-là, vous ne savez pas sur quoi vous baser pour contester ce genre de résultats. Dès lors que nous n'avons pas été capables de protéger le vote, dès lors que nous n'avons pas été capables d'avoir les représentants dans tous les bureaux de vote dans la partie nord du pays, dès lors que nous n'avons pas été capables d'avoir les résultats du vote dans les 2 jours qui suivaient, parce que dans les 2 jours qui suivaient, les 3 jours qui suivaient, on n'avait pas encore les résultats de l'élection présidentielle dans le Nord. Moi, je vous apprends que même… Est-ce que Blaise, vous pensez que ça pourrait faire la différence? On sent quand même une supériorité démographique des zones sud, notamment sur ce fichier électoral. Parce que moi, je comprends significative influencer le vote. Je comprends votre question, mais en même temps, si vous voulez donner des résultats crédibles, annoncer des résultats crédibles, vous devez avoir les résultats du Nord. Je crois qu'il y a eu l'opposition, je crois que nous n'étions pas suffisamment prêts pour protéger le résultat du vote. Est-ce que vous savez que même les résultats sur lesquels, lorsque le ministre de l'Intérieur a publié les résultats, le soir même, l'opposition n'était pas au courant de ces résultats au début. Oui. Ils ont suivi, ils n'ont pas pris note. Et les résultats, c'est au niveau de la diaspora que nous avons collecté ce résultat. Et c'est Mwanzonza qui ont envoyé ce résultat au QG de l'UDH-UKI. Les résultats sur lesquels ils ont travaillé, les résultats que Mboulou a proclamés. Mais vous aviez aussi d'autres résultats de la commission de M. Bouao qui… mais ce que je dis, mais ces résultats proclamés par M. Bouao étaient incomplets. Est-ce qu'après tout cela, est-ce que vous avez eu tous ces résultats de Bouao et des autres membres comme les Mirassa? Est-ce que vous avez eu tout ça après? Je vous dis qu'on n'a jamais eu tous les résultats de l'élection présidentielle de 2016 au niveau de l'opposition. On n'a jamais eu tous les résultats. Moi, où je suis là, j'ai des cases vides. Je vous dis que telle case, il n'y a pas de résultats. Maintenant, dans ces conditions, comment pouvons-nous attribuer des scores aux candidats qui se sont présentés à l'élection de 2016? Comment pouvons-nous? Nous n'avons pas le résultat. Blaise, c'est ce qui a suscité justement la réaction des autres, montrant effectivement que
c'est une élection qu'on pouvait soit invalider ou peut-être invalider ou attribuer à quelqu'un d'autre parce qu'on présentait votre président comme vainqueur avec Mokoko. Je suis d'accord avec vous sur un point. Mais en même temps, si nous n'avons pas tous les résultats, vous savez, moi, oui. ici en France, je vais vous dire une petite histoire. Une fois, j'étais avec mon frère Vivier Manangou. Nous avons rencontré un journaliste d'une chaîne, d'un journal français ici en France, qui nous a posé ce problème-là. Il nous dit, mais vous n'avez pas tous les résultats. Nous voulons bien vous croire que M. Sassou Nguesso a perdu l'élection présidentielle de 2016. Mais donnez-nous vos résultats. Donnez-nous vos résultats complets. En ce moment-là, on pourrait dire que M. Sassou Nguesso a perdu. Mais nous n'avions pas ces résultats-là, mon frère. Nous ne les avions pas. Et jusqu'au jour d'aujourd'hui, je crois que ni Boao, ni Kolela, ni Mounari, personne ne pourra vous donner tous les résultats que nous avions au niveau de l'opposition. Parce que dans certains bureaux de vote dans le nord du pays, nous n'avons pas de représentants, tout simplement. Comment dans ces conditions on peut dire que dans la Ligue Poila, nous avons eu tant lorsque vous n'avez pas de représentants? Donc les seuls résultats que nous avions à un certain moment, c'est se présenter par le pouvoir. Maintenant, dans ces conditions-là, comment allez-vous attribuer des scores au candidat? Des résultats comme tels qui étaient réputés être de faux résultats. A priori, pour vous, les gens de l'opposition, je crois, non? Les faux sont publiés par qui? Je dis, ces résultats sur lesquels cette Cour a travaillé étaient réputés faux, puisque les insuffisances que vous relevez au niveau de l'opposition même sont, à proprement parler, les mêmes pour ceux qui ont travaillé pour le pouvoir, donc qui étaient dans ces bureaux et pour lesquels il n'y avait pas des gens qui représentaient l'opposition. Si eux avaient déjà ces résultats qui étaient faux, donc la chose comme telle était, dès le départ, totalement gaspillée. Et, voilà pourquoi je vous dis que... voilà pourquoi je vous ai dit que... Vous les avez trahis comme tels. Voilà pourquoi je vous dis que nous étions incapables pour sécuriser le vote. L'opposition a été incapable de sécuriser le vote parce que dans certains bureaux de vote dans la partie nord du pays, nous n'avions pas de représentants. Mais lorsque vous n'avez pas de représentants dans un bureau de vote, vous savez, dans plus de 5 villages dans le nord du pays, le président se soit obtenu 100% de voix. Ça s'explique en quoi? Mais si vous n'avez pas de représentants dans ces bureaux de vote-là, si tous ceux qui sont dans le bureau de vote sont des gars du président Sassou, ceux qui font voter, ceux qui comptent, ne soyez pas surpris que s'attribue 100% de voix. Est-ce que vous voyez? Oui. Donc, je dis, nous étions incapables de sécuriser, on a été incapables pour sécuriser les résultats du vote. On a été incapables pour mettre en place nos représentants dans tous les bureaux de vote. Voilà pourquoi je dis les résultats de l'élection présidentielle de 2016, personne ne connaît les résultats exacts de cette élection-là. Personne. Donc, on est obligé de se fier les résultats officiels donnés par le pouvoir, bien qu'on peut les contester, mais dès lors que nous-mêmes, nous n'étions pas obligés de donner nos vrais résultats, voilà où c'est tout le problème. Mais le journaliste nous a posé des questions, moi, il vient maintenant, nous dit, mais où sont vos résultats à vous? Donnez-nous vos résultats à vous, et puis on va comparer. Nous étions incapables de leur donner les résultats de l'élection présidentielle. Est-ce que vous voyez la difficulté que nous avons eue? Donc, c'est juste pour dire que, dorénavant, si l'opposition veut avoir les vrais résultats, l'opposition doit tout faire pour avoir vraiment les représentants dans tous les bureaux de vote. Mais si on n'a pas les représentants dans tous les bureaux de vote, ça sert à un vote. Blaise, je ne voudrais pas m'éterniser sur cette question parce que nous allons conclure bientôt. Vous savez qu'à l'époque, la situation était aussi bien sécuritaire, était telle que ces membres de l'opposition ne pouvaient même pas circuler, vous le savez, vous ne sortez pas, tombez pas ex nihilo. La circulation était difficile. Vous croyez que ça a changé? Ben voilà, donc si ça n'a pas changé, vous reconnaissez avec moi qu'il y a toujours des problèmes et peut-être que ce sont ces problèmes qui vous ont conduit à quitter le navire et on vous en félicite. Non, c'est pas ça comme problème. Bon, comment maintenant vous, Blaise, vous avez quitté la PACO, comment entrevoyez-vous, quelle pression faites-vous sur la situation actuelle? Est-ce que vous croyez que le président Kolela comme tel aura encore cette chance d'être président un jour? Parce que l'opportunité qu'il a ratée, moi je crois que c'est celle de 2016. Est-ce que vous croyez que le président parfait Kolela pourra encore un jour espérer être président de la République? Mon frère Lévi, vous savez, moi, je l'ai soutenu. Au sein de la PACO, le but était de créer les conditions nécessaires et utiles pouvant permettre au président Guy Brice Parfait Kolela d'accéder à la magistrature suprême de notre pays. Nous étions au sein de la PACO, nous l'avons soutenu. Je l'ai soutenu aussi en tant que membre de leadership. Aujourd'hui, je suis plus la voix autorisée pour parler du président Guy Brice Parfait Kolela.
Je vois qu'aujourd'hui, je suis plus là pour dire que le président parfait peut être président ou la République ou pas. Ce n'est plus de mon rôle. On pourrait même me porter plainte où je ne suis plus dans ce parti-là. Est-ce que vous voyez? Oui. Pour moi, le plus important, c'est ce que je peux apporter, moi, Nzonza, pour demain dans notre pays. Tu vois que je ne peux pas passer mon temps aujourd'hui à expliquer si le président Guy Brice Fakola peut accéder à la majesté suprême ou pas. Tu vois que pour l'instant, nous ne sommes pas encore en campagne électorale. Le moment venu, on verra ce que je ferai. Je pourrais peut-être me prononcer sur ce sujet. OK. Alors, à vos militants, un message peut-être, ceux du pays et de la diaspora. Est-ce que vous avez un message pour eux? Moi, je crois que j'ai quitté l'IDHQ. Ça fait plus de 3 ans que je soutenais le président Guy Brice Fakola, en commençant par la PACO, puis en intégrant la structure IDHQ en qualité de secrétaire chargé à l'information et à la publication multimédia. Je pense que j'ai fait ce parcours-là avec une forte conviction. J'ai donné ce qu'il fallait donner. Aujourd'hui, je crois que j'ai tourné la page. Je suis en train de me donner un temps de réflexion pour voir demain ce que je pourrais faire. Parce que vous savez, quand on s'engage en politique, c'est très difficile de dire que je ne fais plus la politique. Je voir avec certains, on est en train de voir avec certains amis comment faire pour faire de telle sorte que nous puissions avoir une structure politique. Après, on verra quelle dénomination on donnera à cette structure politique. Ça pourrait être un parti politique, ça pourrait être une association, ça pourrait être un club de réflexion. Mais tout ça, nous sommes encore dans la réflexion. On se donne le temps de réfléchir, le temps d'écrire les statuts règlements intérieurs. Je crois que le moment venu, je pourrais revenir sur votre chaîne, effectivement, pour faire l'annonce et puis donner l'orientation politique que je vais donner à mon combat politique. Avez-vous une vue d'ensemble de ce que devrait être l'opposition comme telle? Est-ce que la cohésion au niveau de l'opposition, quelles sont, à vos yeux, les limites de l'opposition de la diaspora? Parce que vous faisiez partie de l'opposition sur place, qu'on considère corrompue, mais est-ce qu'au niveau de la diaspora, est-ce que vous pensez que cette opposition est en train de fonctionner comme elle le devrait? Je crois que je l'ai dit il y a très longtemps. Je crois que l'opposition devrait... je pense qu'il y a trop de divisions actuellement au sein de l'opposition. Les divisions, il y en a trop. Et le combat que nous menions à l'époque en 2015, en toute solidarité, en toute unité, je crois que le combat est en train de s'effriter. Je pense qu'on devrait revenir aux fondamentaux. Je crois qu'on devrait laisser nos égos de côté, hein, pour que l'opposition retrouve la force d'un temps. Parce que là, je crois que vous le constatez comme moi, le combat au niveau de la diaspora, je crois qu'on est en train de s'essouffler. Les raisons? Donc, mais les raisons, c'est parce que ce que je dis, il y a trop de contradictions. Tout le monde veut être chef, tout le monde veut avoir son association. En fait, c'est la guerre des égos, carrément. Puis il y a des conflits personnels se sont interférés dans le combat politique. Ça fait qu'aujourd'hui, lorsque vous avez une structure politique qui veut organiser une manifestation, il y a une autre structure à côté qui va boycotter, ou bien qui va organiser une réunion le même jour. Et ça fait qu'aujourd'hui, on a comme l'impression qu'au niveau de la diaspora, le combat politique n'est plus de mise. Moi, je pense que la diaspora devrait être le relais du combat politique qui est mené par l'opposition sur le plan intérieur, le relais de ce combat politique-là. Or, très souvent, la diaspora se comporte trop en indépendant. C'est-à-dire, à Brazza, vous avez les leaders politiques qui sont des opposants qui luttent à Brazza. Je voudrais, c'est important, oui, allez-y. Et vous avez ici l'opposition qui travaille en toute indépendance, qui ne travaille pas. Il n'y a pas de synergie entre les leaders politiques qui sont à Brazza et cette diaspora. De telle sorte qu'il y a des moments où on a vu la diaspora a lancé des journées ville morte, alors qu'elle est ici en France, elle a lancé des journées ville morte à Brazza. Mais ça ne peut pas marcher. Vous n'êtes pas en harmonie avec ceux de Brazza. Ça ne peut pas fonctionner. Donc la diaspora devait être le relais oui, de l'opposition politique au niveau de Brazza. La diaspora devrait faire un travail de lobbying, mais en même temps servir de relais de l'opposition politique de Brazzaville. Oui, c'est pas pour cette raison, Blaise, qu'on croit que cette diaspora locale est corrompue, puisque à aucun moment elle n'a relayé ces mots d'ordre lancés par la structure, donc la diaspora au niveau de l'opposition. Cette opposition, qu'il s'agisse du Yuki ou de celle de M. Tsati Mabiala ou de Mathias Nzon, est considérée comme trop proche du pouvoir. Moi, je pense que il est vraiment difficile qu'un mot d'ordre lancé par les gars de la diaspora soit suivi à Brazzaville. Surtout lorsque le mot d'ordre n'a pas été traité,
ce mot d'ordre n'a pas l'assentiment des responsables politiques de l'opposition au niveau de Brazzaville. Aujourd'hui, la diaspora ne peut pas lancer un mot d'ordre pour que les gens à Brazzaville puissent faire une ville morte, par exemple. Est-ce que vous voyez? Je crois que voilà, quand on dit la diaspora, il doit y avoir une synergie entre la diaspora et les responsables politiques de la diaspora au niveau de Brazzaville. Comme ça, Blaise, une collaboration efficace, en fait. Blaise, nous n'allons pas, comme tel, jeter l'anathème sur la diaspora, parce que la diaspora a montré qu'elle peut justement initier des actions en direction de cette opposition locale. Des actions qui, si mes souvenirs sont bons, ont parfois échoué par la faute de ceux qui sont au pays. J'ai eu une question d'un ami qu'on appelle je vais regarder, Wawanko Joe, qui vous demande de lui dire une question précise. Voilà, je vais lire. Nzonza, à son avis, pense-t-il que Kolela est un vrai opposant? Allô? Allô? Là, je dois répondre en tant qu'ancien membre du Wiki ou bien… en tant que Blaise, vous êtes en face de moi. Non, vous savez, mon frère, je veux pas continuer à faire le travail que je faisais au sein de l'UDHUKI, c'est-à-dire qui était celui de défendre le président Guy Brice Parfait Kolela. Oui. Je ne veux pas en même temps, je viens de quitter l'UDHUKI, commencer à dire que si le président Guy Brice Parfait est un faux opposant, bien, c'est un vrai opposant. Ce que je sais, c'est que l'UDHUKI, c'est un parti qui se reconnaît de l'opposition parlementaire. Oui. Après, à chacun de faire son analyse sur ce qu'il pense de ça. Je crois que ce n'est plus de mon rôle aujourd'hui, hein, de dire que voilà, c'est un vrai opposant, voilà, parce que sinon je vais rentrer dans les détails et c'est comme si je continuais à faire le travail que je faisais. Je crois qu'il y a aujourd'hui des gens au niveau de l'UDHUKI, hein, Paris, même l'UDHUKI de Brazza, qui sont capables, hein, qui sont prêts, ou bien qui ont ce pouvoir et l'autorisation de parler au nom du président Guy Brice Parfait Kolela. Non, mais Blaise, son prénom c'est parfait, mais il n'est pas aussi parfait que ça. Quelles sont les limites idéologiques et d'approche que vous avez à relever? Je vous laisse le soin, ça c'est vous qui le dites. Moi, je vous laisse le soin. Vous êtes responsable de ce que vous dites, effectivement. Je vous laisse le soin de donner les arguments sur ce que vous dites. Moi, aujourd'hui, je ne suis plus le chargé de l'information de l'UDHUKI pour venir défendre le président Guy Brice Parfait Kolela. Et je ne suis pas venu ici pour venir l'encenser parce que, voilà, c'est pas mon but ici aujourd'hui. Je crois qu'il y a des gens, hein, le moment viendra effectivement, on verra quel positionnement politique je prendrai. Si je prends un positionnement politique qui est contraire à celui du président Guy Brice Parfait Kolela, en ce moment-là, je pourrais donner mon point de vue sur son positionnement politique. Mais pour aujourd'hui, oui. Hein, je me donne un temps de réflexion. Ce n'est pas le moment, je crois, de donner la position exacte du président Guy Brice Parfait Kolela. Mais globalement, on peut retenir que le UKI a des limites idéologiques, d'approche, d'action sur le terrain. C'est vous qui le dites. Ils ne sont peut-être pas celles de M. Kolela, le parti, j'entends, comme tel. Mais le parti est dirigé par un cabinet dirigé par le président Guy Brice Parfait Kolela. Si vous parlez de UKI, si vous dites que le UKI a des limites, donc vous parlez du président Parfait Kolela. Blaise, vous m'avez dit que vous êtes en train de voir dans quelle mesure réunir certains amis, tout ça, et mettre en place une structure. Cela veut dire que vous n'allez pas, d'ici là, aller à la Sorbonne, vous consacrer à une thèse d'État, que vous êtes un homme politique. Alors, si cela, cela veut dire que le fait que vous ayez quitté, donc vous avez quitté le parti parce que vous avez reproché à ce parti des choses. Il faut avoir le courage politique de le dire. Mais bien sûr, gars. Mais non, mais si je quittais parce que j'ai reproché des choses, mais après, je ne vais pas dire qu'est-ce que je reproche à ce parti. Je dis par respect, vous savez, nous sommes, nous avons une culture bantou. Le président Guy Brice Parfait Kolela, c'est un grand frère pour moi. Donc, je crois que je ne vais pas être là pour le vilipender, il y a ça qui n'a pas marché. Nous sommes en politique. Demain, on peut se retrouver encore dans une alliance où il y a le UKI, où il y a peut-être ma formation politique. Donc, vous voyez, il ne faut pas qu'on arrive à l'étape où on deviendrait des ennemis. Est-ce que vous voyez ce que je veux dire? Donc, c'est un grand frère pour moi. Il est plus âgé que moi. Il a été mon président de parti. Je l'ai soutenu. Mais je ne vais pas être là aujourd'hui, une semaine après avoir quitté le UKI, venir dire qu'il y a ça qui n'est pas marché, il est mauvais, il est bon. Mais non, je crois que ce n'est pas la conception que j'ai de la politique.
Je crois que ce n'est pas l'idée que Oui. je fais de la politique. La politique, je crois que c'est le respect des engagements, hein, c'est le respect de la personne humaine, c'est le respect envers les aînés aussi, est-ce que vous voyez, tout en gardant ses convictions, bien sûr. Parce qu'il ne faut pas trancher sous les convictions. Je crois que c'est très important. Oui. Tout en gardant les convictions, mais je crois qu'on ne peut pas manquer du respect à un aîné. Et puis, je crois qu'il y a un temps pour tout. Est-ce que vous voyez? Il faut donner un temps pour tout. Je crois que c'est trop tôt aujourd'hui pour dire que ça n'a pas marché, ça marche. Je crois que le temps viendra, les choses sortiront et puis j'aurai l'occasion de m'exprimer sur ça. Alors, est-ce que deux dernières questions, le temps presse. Je rappelle que nous sommes au journal de la communauté avec M. Blaise Henri Nzonza. Nous faisons le tour des questions qui ont conduit justement à sa démission toute récente la semaine dernière. Blaise, est-ce que vous allez d'ici là appeler le président Kolela pour discuter de façon générale sur les problèmes du pays? Est-ce qu'il y a là cette ambiance qui désormais devrait s'installer entre vous deux? Je vous ai dit que je me donnais le temps de la réflexion. Le temps Oui. de la réflexion. Je ne sais pas si nous allons lancer un cercle de réflexion ou une association bien un parti politique. Donc, lorsqu'on aura fini la réflexion, lorsqu'on aura mis sur orbite la structure politique, hein, que nous allons créer, en ce moment-là, on verra s'il y a des alliances, s'il y a des collaborations, s'il y a… Est-ce que vous voyez, en ce moment-là, peut-être vous êtes donc ouvert à des alliances avec le président Kolela. Pour l'instant, je dis, nous donnons le temps de réflexion. Je ne sais pas encore quelle sera l'orientation politique que je vais définir. Je ne sais pas encore quels seront les gens qui seront avec moi. Ceux qui seront avec moi, ils vont faire des propositions, on va discuter, on verra ensemble ce qu'on fera. On verra ensemble si on va créer un parti ou bien si c'est un parti, il faudra qu'on se positionne soit à l'opposition, soit au pouvoir, soit au centre. Si c'est une association politique, on verra aussi notre organisation politique. Si c'est un club de réflexion, ça aussi, on définira nos objectifs. Je vois qu'il est trop tôt aujourd'hui. Je suis encore en pleine consultation. Il y a des gens qui m'appellent, je consulte, je prends des conseils, j'essaie de contacter des gens de gauche à droite, j'essaie d'écouter. J'ai eu pas mal de propositions aussi. Je crois que je suis en train d'analyser. Je vois que le moment venu, voilà, je donnerai ma ligne de conduite, je fixerai ma ligne de conduite et puis je vous l'annoncerai, je crois. Bon, dernière question. J'ai un auditeur donc, qui suit, c'est le pasteur Israël Noumazalaï. Il y a quelques secondes, j'ai lu, il a dit qu'il avait mal à la tête quant à suivre cette interview. Voilà, il enfonce le clou. Et ce sera ma toute dernière question à vous. Pourquoi n'a-t-il pas le courage de dire la vraie version de sa démission? C'est pas une question de manque, c'est pas une question de manque du respect. Ce n'est pas parce que vous allez dire les raisons de votre départ qu'on parlerait de manque de respect vis-à-vis du président. Parfait, Kolela. Et ce sera la dernière question. Non, mais je n'ai pas dit que je ne pouvais pas donner les raisons par respect. Je pense que, vous savez, dans toute chose, il faut voir, il y a plusieurs facteurs qui rentrent dans la prise de décision d'une personne. Hein? Le contexte, parfois le moment aussi. Je dis, il y aura un moment, je crois que j'aurai le temps de m'expliquer sur les raisons qui m'ont poussé à quitter l'IHE. Je vois qu'aujourd'hui, je ne peux pas vous dire tout ce qui se passe autour. Et Blaise, je crains bien qu'au fur et à mesure que les jours passent, que le doute ne s'installe dans les esprits et que ce soit difficile de convaincre votre électorat. Pour l'instant, je n'ai pas un électorat, donc je ne suis pas candidat à une élection présidentielle ou bien à une quelconque élection. Je dis tout simplement que, hein, au fur et à mesure qu'on va avancer, je crois que vous savez, dans ce qui pousse les gens souvent à la séparation, même dans un couple, c'est quoi? Souvent, c'est le manque de considération de fois. Oui. Des fois, c'est le manque de confiance. Et des fois, c'est le manque de reconnaissance. Est-ce que vous voyez? Donc, souvent, aucun couple ne peut se séparer. Souvent, quand un couple se sépare, c'est qu'il y a ces trois facteurs-là. On ne peut pas quitter comme ça, tu te réveilles et puis tu quittes un parti politique. Souvent, c'est quand il n'y a pas la reconnaissance, il n'y a pas la considération et qu'il n'y a pas la confiance, les gens quittent les partis politiques. Est-ce que vous voyez? Si je peux résumer, si c'est ce que M. Noumazala pense. Donc, en résumé, ce sont ces trois mots. Quand ces trois mots, bien, quand ces trois facteurs sont conjugués, je vois qu'à un certain moment, on se dit, je n'ai plus la place dans la structure et je quitte la structure. Je crois que c'est mon dernier mot.
Oui, voilà. Est-ce que les gens vous écrivent? Vous avez des inbox tous les jours où on vous demande de vous expliquer? Est-ce que Beaucoup vous de gens. faites inbox des indiscrétions au public? Bon, après, je ne fais pas les indications à tout le monde parce que vous savez, sur inbox, les écrits restent après. Je ne Oui. peux pas donner les raisons sur inbox. Parce que vous voyez, Oui. peut-être, ça dépend de qui m'appelle. Et puis, ceux qui sont dans le milieu, ils savent pourquoi je suis parti. Ceux-là, ils savent, nombreux le savent. Oui. Nombreux le savent. Après, je dis, ça finira par fuiter, ça va, voilà, les gens diront c'est ça. Mais je crois que les trois facteurs principaux que je voulais donner sont ceux-là. La considération, la reconnaissance, le manque de confiance. Quand ces trois facteurs sont conjugués, je crois que pour un homme politique, on se dit, je ne peux plus avancer dans cette direction. Hein? Je préfère m'asseoir et voir dans quelle direction politique je vais avancer. La considération, la reconnaissance et le manque de confiance. Je vois que ce sont des éléments importants qui peuvent déterminer, qui peuvent pousser un homme à démissionner, à quitter un parti politique. Voilà. Vous savez, on se sépare, mais à l'époque, ils vont pas rester sur leur fin. Le débat peut continuer sur écrit, Blaise. Donc, vous aurez des gens qui vont porter des remarques sur la vidéo. Vous pourrez répondre après, je crois. Je vais le faire. Et voilà, c'était pour moi un plaisir de vous recevoir. D'abord, je voudrais saluer le courage que vous avez eu de quitter cette structure, puisque les gens croient que l'opposition au pays est une opposition de façade et que vous avez pensé quitter le navire. J'espère bien que les choses vont bien se passer pour vous. Bon, du côté des gens de Kolela, donc Parfait Kolela, je crois que certains, ceux qui ont suivi la vidéo, voudront répondre à ce que vous avez dit. Nous avons posé des questions qui, nous espérions, vous donneraient l'opportunité d'expliciter les raisons fondamentales et profondes de votre départ. J'espère que vous avez pu convaincre nos auditeurs et que pour vous, les choses vont bien se passer dans un futur proche. Alors, merci d'avoir été l'invité du journal de la communauté. À tous ceux qui ont participé à cette émission, je suis très heureux de vous avoir vu nombreux à suivre ce journal de la communauté. Encore une fois, merci et je vous retrouve demain sur ce plateau avec cette fois une tribune. Nous aurons une tribune sur le pasteur Ntoumi avec des invités comme John Binif Nzaba. John Binif Nzaba qui est membre de la communauté congolaise de France. Vous aurez également Bernard Pongui qui sera sur cette tribune. Vous aurez le troisième, ce sera Pierre Milika Mimanga du MCCD. Avec eux, nous parlons de toutes les facettes qui concernent le problème Ntoumi, non pas de façon unilatérale, mais nous verrons toutes les variantes, aussi bien du côté de ceux qui croient que M. Ntoumi est l'homme sérieux, l'homme qui était à l'époque considéré comme une espèce de bras armé pour l'opposition, et pour ceux qui croient que Ntoumi n'est plus des leurs. Jean Lewis, il est exactement 16h22 à Chicago. Au plaisir de vous retrouver demain sur cette antenne. Merci. Merci.